Comment définir un Corse, sinon à partir de critères ethnico-culturels? Si être Corse ne dépend que d'un fait de résidence, eh bien alors il n'y a plus de problème. 1922, les mouvristes, les nationalistes des années 20, n'utilisent pas, ne font pas usage de discours larmoyants ou victimaires. Bien au contraire, ils évoquent le sacrifice des Corses dans les tranchées. Pour revendiquer l'autonomie de la Corse, les cadres de premier plan estiment qu'il faut être dans le camp du bien. C'est-à-dire ne pas parler de péril islamiste. La question démographique en Corse ne concerne pas exclusivement que l'apport continental. Concerne également aussi l'apport arabo-musulman, qui a entraîné un certain nombre de crispations et de situations conflictuelles, d'ailleurs connues au niveau national. J'ai pu constater que la moitié de mon établissement carcéral martelait les portes comme les soirs de victoire du PSG, sans compter les cris, sans compter les hurrahs, sans compter les applaudissements. Et le logiciel tiers-mondiste n'était pas en mesure de répondre à cette question-là. Le poison n'est pas dans la chose, il est dans la dose. La Corse subit depuis 60 ans une pression démographique sans équivalent ailleurs en Europe. Nous avons connu une augmentation de près d'un tiers de notre population sur le seul solde migratoire. À titre de comparaison, comme si la France avait connu un apport de 21 millions d'individus en 40 ans. Alors Nicolas, si tu veux bien, on va refaire un peu la généalogie de ton engagement politique dans le nationalisme corse. La jeunesse de mon engagement, elle remonte précisément à une date emblématique pour toute ma génération. Pour les procès, lors des procès du procès d'Ivan Colonna en 2009 déjà. Et je me souviens que beaucoup de gens de ma génération peuvent tenir le même discours. Ça a été un moment, une sorte de révélation, une prise de conscience identitaire très très forte, où réellement nous nous sentions tous agressés par cette situation. Alors il y avait différents narratifs. Il y avait le narratif qui consistait à dire que Ivan Colonna était innocent et qu'il était condamné parce que corse, parce que nationaliste. Et ce premier narratif cohabitait à l'époque avec un deuxième, plus virulent, qui estimait que peut-être il était coupable, peut-être c'était lui finalement, mais quand bien même, il avait eu raison et il fallait le soutenir. Je me souviens de ce contexte-là, et finalement de ces deux approches, mais qui menaient à la même conclusion, c'est qu'il s'agissait de se battre contre un ennemi, contre une France que nous essentialisions. Plutôt que de considérer que nous nous battions contre une élite jacobine, souvent très urbaine, allergique à tout ce qui se rapporte à des racines, à une mémoire, à des ancêtres, nous considérions nous battre contre la France. Et finalement, nous rejoignons la question tiers-mondiste. Le logiciel tiers-mondiste a été pour nous très structurant. Il a été un logiciel qui a pu nous apporter un certain nombre de réponses à un moment donné et des perspectives, même si pour une bonne partie d'entre nous, je parle de moi et de mes amis, nous l'avons très largement rejeté pour tout un tas de raisons que nous pourrons évoquer. Il permettait néanmoins d'apporter un certain nombre de réponses à ce sentiment terrible que nous ressentions à l'époque et que du reste nous ressentons toujours aujourd'hui, de ce sentiment de disparition. Ce sentiment de disparaître sur la terre que nous ont légué nos ancêtres, c'est quelque chose de très concret. Hein. Il n'y a rien d'abstrait dans ce que je dis, nos ancêtres, c'est-à-dire les grands-parents de nos grands-parents, de nos grands-parents, etc. Et cette disparition-là, nous la constatons encore aujourd'hui à tous les niveaux, à travers une pression démographique insoutenable et qui s'aggrave évidemment par un constat qui est linguistique et qui est particulièrement douloureux pour les derniers corsophones, les derniers dizaines de milliers de corsophones dont je suis. Comment dans le discours public, parce qu'on n'entend pas forcément cette notion de tiers-mondisme au sein du nationalisme corse, quelle est la définition du point de vue de ces tiers-mondistes? Est-ce qu'ils se définissent comment? C'est une ligne qui se définit comment? Le tiers-mondisme n'est pas une ligne qui se revendique en tant que telle. Mais c'est un concept important à maîtriser pour comprendre le narratif d'une partie du nationalisme corse, mais qui concerne essentiellement
des secteurs très militants, qui n'a pas nécessairement infusé dans l'électorat, qui est très loin des considérations idéologiques, et qui n'adhère finalement qu'à la dimension purement identitaire du nationalisme corse, c'est-à-dire défendre l'identité locale, défendre l'identité des Corses, faire que la Corse reste la Corse. Eh bien, le tiers-mondisme se définit à travers un postulat essentiel. La Corse a été colonisée, ou est colonisée, et fait partie du tiers-monde, et finalement a vécu ou vit ce qu'ont vécu d'autres pays et d'autres peuples colonisés. Alors on en pense qu'on veut. Aujourd'hui, il est évident que nous sommes un certain nombre de militants nationalistes, farouchement nationalistes d'ailleurs, à remettre en cause ce postulat. Mais il a été structurant pour notre génération, et d'ailleurs, il continue plus ou moins à être opérant aujourd'hui encore, même s'il tend, de par la réalité de notre société, qui le contredit en tout point, à se marginaliser. Cet engagement là, pour ces procès Colonna va t'amener à des actions. Est-ce que, alors une action qui va t'amener à la prison, mais est-ce qu'il y a eu d'autres actions? Quelle était la méthode d'action de cette jeunesse militante à ce moment-là? Pour nous, la question était claire, très claire. Quels étaient les buts politiques? Les buts politiques, c'était de faire valoir auprès de l'opinion publique, corse et française, auprès des institutions de l'État, auprès de la classe dirigeante, un certain nombre de revendications, et une revendication essentielle, qui, pour ce qui me concerne, est toujours plus que valable, et même le pilier réel de ce qu'est le nationalisme, c'est la reconnaissance du peuple corse. C'est-à-dire que le nationalisme a une mission historique, c'est de faire reconnaître au sein de l'ensemble politique français l'existence d'une communauté ethnico-culturelle, pour ce qui me concerne, c'est la définition que j'en ai, qui est le fruit de l'histoire, du développement en Corse à travers la présence de génération en génération des mêmes familles sur cette terre, d'une culture et d'une identité propre. Ça, c'est le nationalisme. Et pour défendre cette réalité que nous vivons, moi je sors de toute considération de droit. Je sais que la République ne reconnaît aucune communauté, il n'y a que des citoyens égaux entre eux devant l'État, etc. Moi je parle de réalité. La réalité, c'est qu'il y a ici une entité organique de familles qui vivent ici depuis des siècles, qui se reconnaissent entre elles et qui savent qu'elles ont quelque chose de particulier. Et c'est précisément la définition d'un peuple. Et pour défendre cette revendication-là, parce que cette revendication était la condition indispensable à la survie de notre peuple, tous les moyens étaient bons. Et avant d'être des démocrates, nous étions des nationalistes. C'est-à-dire que l'existence de notre peuple prévalait sur toute autre considération. D'où, évidemment, la légitimation de stratégies prenant le recours à la violence et ne faisant pas l'économie de l'emploi d'un certain nombre de moyens illégaux. Est-ce que tu peux raconter cette attaque de la préfecture? Alors pour ce qui me concerne, je ne suis jamais rentré dans les détails et du reste, je n'ai jamais reconnu ma participation, pas même devant un tribunal. En revanche, j'ai toujours affirmé ma solidarité vis-à-vis des faits qui m'étaient reprochés et pour lesquels j'ai été condamné. J'ai exprimé ma solidarité dans une situation plutôt délicate, c'est-à-dire devant une cour de magistrats spécialement composés, qui d'ailleurs m'ont fait comprendre à travers leur verdict, à travers le verdict qu'ils ont prononcé, je dirais le peu de satisfaction que ma position avait suscité dans leur rang. Et les actes pour lesquels j'ai été condamné s'inscrivent finalement dans un contexte qui était celui que je viens d'évoquer, c'est-à-dire que le recours à des moyens violents et illégaux était légitimé par l'impérieuse nécessité pour notre peuple d'être reconnu. Et si la voie démocratique ne le permettait pas, eh bien, peut-être que d'autres voies pouvaient le permettre. Nous sommes un certain nombre à en être revenus
de cette logique-là, pour deux raisons. En tout cas, au moins pour deux raisons. La première, c'est que la systématisation de cette stratégie a entraîné des habitudes déplorables et la constitution peut-être d'intérêts qui sont tout sauf politiques. Je n'entrerai pas dans les détails. Il y a une littérature florissante, journalistique ou autre, à ce sujet. Les liens avec le banditisme qui permettaient au nationalisme de s'armer, par exemple, c'est ça le lien avec le banditisme, en tout cas, le lien qu'ont entretenu ou qu'entretiennent certains tenants de la lutte armée. Je ne dirais pas le nationalisme, c'est comme tout conflit. Comme tout conflit, il y a des zones poreuses. Mais évidemment, encore une fois, l'emploi systématique de cette stratégie a permis à un certain nombre d'éléments de se constituer des précarés. Des précarés défendus et soutenus par des petits jeunes armés dont l'action était légitimée par un vague discours idéologique. Mais ce que j'ai pu constater, des centaines de militants nationalistes l'ont constaté avant moi, ce qui a entraîné globalement en Corse un repositionnement stratégique à ce sujet, et même une vive rupture finalement, une vive rupture culturelle avec l'emploi de la clandestinité. Ça c'est le premier point. Le second point, c'est que évidemment un État comme la France n'est pas disposé à céder devant quelques stratégies violentes, d'autant plus lorsque ces dernières sont auto-limitées. C'est-à-dire que le terrorisme au sens historique du terme, c'est-à-dire de terroriser les populations et les institutions et les autorités publiques à travers l'emploi de n'importe quel moyen, y compris les plus meurtriers, n'a jamais été préconisé par le nationalisme corse, même à travers ses dimensions, je dirais, les plus radicales. En dehors, évidemment, de quelques faits qui, au regard de l'histoire globale du nationalisme, y compris le nationalisme clandestins, sont anecdotiques. Tu t'es senti solidaire des faits qui t'étaient reprochés par ces juges, et tu as une position que tu disais qui leur a déplu. Quelle était cette position face à la barre? Ma position à la barre a été finalement, s'est inscrite dans la continuité de ma position, de la position qui était la mienne lors de mon instruction, c'est-à-dire de refuser de répondre aux questions sur les faits, en ce que je ne reconnaissais pas la légitimité en tant que militant nationaliste de cette cour spécialement composée, premièrement, et deuxièmement, de restreindre mon expression dans le strict cadre de deux déclarations politiques, de deux professions de foi, qui mettaient en avant les revendications qui étaient les miennes, et également celles de la génération militante, qui m'a soutenu d'une manière infaillible durant les 6 années d'incarcération que j'ai eu à purger. Comment on fait à 19 ans pour réciter une profession de foi militante devant des juges? Alors, c'est quand même, on est devant un tribunal. J'avais 19 ans lors de mon incarcération. J'étais un peu plus vieux parce que la République m'a permis de connaître quelques 3 années et demie de préventive. Par conséquent, j'avais 23 ans. 23 ans, et si je me souviens bien, jeune diplômé de licence lorsque je me suis présenté devant le tribunal. Oh, eh bien, on vient avec sa foi militante. Moi, je n'ai jamais trop réfléchi au coût qu'entraînerait mon engagement. J'avais encore une fois, dès mes 15 ans, dès mes 16 ans, la profonde conviction que je faisais partie d'une communauté qui était en train de perdre sa propre histoire, sa propre mémoire, et plus concrètement, sa propre terre. Par conséquent, je m'inscrivais exclusivement dans cette considération-là, dans cette perspective-là. Et chaque seconde, chaque minute, chaque jour, chaque mois et chaque année que je passais en prison m'apparaissait comme un investissement au service de mon combat. Donc je ne peux pas répondre autrement que cette façon-là. Je dirais j'y allais parce qu'il fallait y aller et en tenant le discours qu'il fallait tenir. Est-ce que certains
militants, face à des poursuites, ont choisi la cavale? Alors moi, je ne peux pas répondre précisément à cette question-là. Il faudrait peut-être demander à ceux qui ont eu à connaître une telle situation. Mais oui, il est évident qu'il y a un certain nombre de gens en Corse qui sont disposés, ou bien par engagement nationaliste, ou bien simplement par corsité, parce qu'il y a aussi ce facteur culturel à prendre en compte. C'est que l'imaginaire corse a été extrêmement travaillé par la nécessité de secourir ceux qui peuvent faire face à des situations indélicates vis-à-vis des institutions judiciaires en particulier. Donc, bon, je peux pas dire plus que cela à ce sujet. Pendant ton incarcération, ton engagement a évolué, dans sa forme forcément, mais aussi dans le fond. Est-ce que tu peux raconter c'est des éléments déclencheurs et qu'est-ce qui a fait évoluer ta doctrine? Je suis un nationaliste farouche, ardent. Aujourd'hui, certainement plus que jamais. Mais le grand changement doctrinal que j'ai pu connaître a été finalement ma rupture avec le tiers-mondisme. Et je pense que c'est une caractéristique d'une bonne partie de ma génération, du moins de beaucoup de militants et de cadres que j'ai côtoyés et connus et appréciés au sein d'Adjuventu Independentista, et qui d'ailleurs me sont aujourd'hui encore très proches. La rupture avec le tiers-mondisme, c'est-à-dire le refus de ce postulat qui consiste à dire que la Corse est une colonie au même titre que l'ont été l'Algérie ou l'Indochine ou d'autres pays qui ont été colonisés. Alors pourquoi cette rupture? Tout simplement parce que j'ai connu trois événements majeurs qui ont finalement marqué très profondément ma pensée et qui m'ont poussé à un certain nombre de repositionnements idéologiques. C'est que l'engagement militant, s'il n'est pas fin, s'il n'est pas sectaire, s'il ne se résume pas à une vulgaire posture, évidemment se nourrit de tout un tas de réflexions permanentes et aussi de la remise en cause d'un certain nombre de dogmes face à des faits. Face à des faits, encore une fois. Ceux qui sont dans l'incapacité de remettre en cause un certain nombre de dogmes, aussi structurants soient-ils, ne sont pas des militants, ce sont des fanatiques. Voilà, ce qui n'est pas mon cas. Et le logiciel tiers-mondiste n'a pas su répondre aux questions qu'ont soulevées dans mon esprit et dans l'esprit d'une bonne partie de ma génération, les attentats meurtriers de 2015. Charlie Hebdo, dans un premier temps, mais pas autant que les attentats de novembre. Et pour ce qui me concerne, j'ai vécu ces deux événements en tant que militant nationaliste incarcéré à Bois d'Arcy, dans le 78, en compagnie de populations originaires, c'est un grand mot, de trappes, des Mureaux. Bon. Et que ce soit pour Charlie Hebdo ou pour novembre 2015, j'ai pu constater que la moitié de mon établissement carcéral martelait les portes comme les soirs de victoire du PSG. Martelait les portes de joie, j'entends. Sans compter les cris, sans compter les hurrahs, sans compter les applaudissements. Bon, il est évident que ce genre d'événement marque profondément, et le logiciel tiers-mondiste n'était pas en mesure de répondre à cette question-là. Je veux dire, si les Corses font partie du monde des opprimés et des colonisés, comment se fait-il que moi, Corse, nationaliste, je ne me réjouisse pas du massacre qui a été perpétué ou à Charlie Hebdo ou en novembre 2015, tandis que d'autres populations, pourtant elles originaires d'un narratif tiers-mondiste, de descendants de colonisés, eux s'en réjouissent. Et bien précisément parce qu'il y a entre nous un facteur civilisationnel. Et du reste, j'ai pu constater la même chose lorsqu'en janvier 2018,
a eu lieu dans l'aile de l'établissement pénitentiaire dans lequel j'étais incarcéré, donc cette fois-ci en Corse. Après ma condamnation, j'ai pu être rapproché. En janvier 2018, j'étais présent à quelques mètres, je n'ai pas assisté à l'acte en lui-même, je suis arrivé quelques minutes plus tard, nous étions dans la promenade avec d'autres détenus, et nous sommes accourus suite au bruit qu'a suscité l'événement que je vais évoquer à l'instant. C'est l'agression de deux surveillants corses. Je précise, deux surveillants corses. Pour moi, ce n'est pas un détail. Avant d'être des surveillants, ce sont des Corses, c'est-à-dire ce sont des gens qui sont issus du même peuple que le mien, de la même communauté que la mienne, des gens certainement qui ont entendu les mêmes histoires, les mêmes anecdotes que moi en famille et qui surtout parlent la même langue que moi et ont les mêmes ancêtres que moi. Donc encore une fois, le fait qu'ils soient surveillants, pour ce qui me concerne, n'enlève rien au fait qu'ils fassent partie du même peuple que le mien. Et deux surveillants corses ont été agressés par un détenu radicalisé au cri d'Allah Akbar. 30 coups de couteau, donc deux Corses qui ont failli en mourir. Évidemment, en plus des deux événements que j'ai évoqués précédemment, mais bien évident que dans une telle situation, la prise en compte de ce facteur nouveau, qu'est le péril islamiste, apparaissait comme tout à fait nécessaire. Et la prise en compte d'un tel facteur nouveau remet nécessairement en cause l'analyse globale qui procède du tiers-mondisme. Et non seulement la remet en cause, mais la disqualifie. Est-ce que dans le panel politique corse, du nationalisme corse, il y avait encore une ligne qui prenait en compte le facteur civilisationnel, ou bien il y avait un grand vide à ce moment-là? On est en quelle année là? On est en 2018. Cette ligne que tu évoques, elle est omniprésente. Elle est omniprésente au niveau des militants. Elle est omniprésente au niveau des électeurs. Elle est très présente au niveau des cadres intermédiaires. Elle est totalement absente au niveau des cadres de premier plan et des dirigeants nationalistes. En tout cas, des dirigeants autonomistes, même indépendantistes du reste. Je mets aujourd'hui une nuance entre autonomisme, indépendantisme et nationalisme. Mais c'est une autre question. Et non, cette ligne existe, elle est là. Elle s'exprime au présidentiel, où l'on voit un large report d'électeurs qui votent pour les nationalistes au territorial et qui, au présidentiel, se répartissent entre Jean Lassalle, Éric Zemmour et Marine Le Pen. Alors d'aucuns y voient une incohérence. Nous avons entendu pendant un mois ou un mois et demi d'analyse politique sur nos plateaux télé locaux. Nous avons entendu les termes de schizophrénie, d'incohérence, mais... Alors, la schizophrénie, c'est un terme psychiatrique qui ne s'applique pas aux masses, et encore moins aux masses électorales. Par conséquent, si le résultat est incompréhensible, ce n'est peut-être pas que les électeurs sont schizophrènes, mais simplement que la grille d'analyse est fausse, ou que l'analyste est incompétent, ou de mauvaise foi. Et la seule grille de lecture valable pour comprendre un tel report est évidemment la grille de lecture identitaire. Ce qui veut dire, évidemment, que cette ligne identitaire est omniprésente et structurante dans le nationalisme corse. Seulement, elle ne produit pas de cadres. Et lorsqu'elle en produit, ces cadres se taisent. Pour des raisons finalement communes à d'autres personnes qui peuvent se taire ailleurs en Europe sur les mêmes sujets. Pour revendiquer l'autonomie de la Corse, les cadres de premier plan estiment qu'il faut être dans le camp du bien. C'est-à-dire dans le camp bien pensant, c'est-à-dire ne pas parler d'immigration, c'est-à-dire ne pas parler de péril islamiste, c'est-à-dire ou bien ne pas s'opposer, ou bien abonder dans le sens des nouvelles revendications sociétales d'une certaine gauche. Et c'est tout à fait fascinant en termes d'analyse politique que de constater que même des éléments profondément archaïques, ultra-conservateurs, profondément identitaires, se soumettent à cette ligne-là avant que de se venger, si j'ose le terme, lors des présidentielles. Et c'est en effet la situation que nous connaissons, c'est-à-dire que la matrice autonomiste
et à certains égards indépendantiste, au niveau des cadres de première importance, a établi comme postulat stratégique essentiel et immuable que pour avancer sur la voie de l'autonomie, il faut être fréquentable ou considéré comme fréquentable par l'élite de gauche parisienne. Et donc adapter son discours en fonction des desiderata de ce pôle politique-là. C'est plutôt le cadre du parti qui est schizophrène. Et pas l'électorat qui est analysé comme... Les cadres ne sont pas tous schizophrènes. Beaucoup adhèrent à cela. Beaucoup adhèrent à cela. Et se servent de l'excuse stratégique pour contenter la base. Dire, non, ça on ne peut pas le dire. Sinon on n'aura jamais l'autonomie. Alors par exemple, nous on était présents ici à Bastia en mars dernier. Et en effet, ça a été l'occasion, toi, d'une rupture. D'ailleurs, aussi pour le répéter, c'est expliquer que tu t'es engagé à Fémou-Corsica. C'était une rupture parce que la posture de la ligne à ce moment-là du parti a été tournée vers l'État français plutôt que vers justement le péril islamiste. Absolument. Puisque c'est un islamiste qui a agressé Yvan Colonne. Absolument. Le drame qu'a connu Yvan Colonne est emblématique de tout ce que nous venons d'évoquer. C'est-à-dire que, pour ce qui me concerne, il est évident qu'il s'agit de comprendre quel était mon angle d'approche à ce moment-là. On est ce qu'on est, et on est aussi le résultat de tout ce qu'on a vécu. J'ai vécu Charlie Hebdo, j'ai vécu le Bataclan au milieu des hurrahs et des cris d'acclamation, j'ai vécu l'agression au couteau de 2018, en attendant Allah Akbar chez moi en Corse, en voyant partir de Corse qui baignaient dans leur sang à moitié morts. Bon, lorsque j'entends le président Simeone qui explique sur Via Stella qu'il n'y a absolument, je cite, quasiment mot pour mot, aucun problème entre les nationalistes corses et les islamistes radicaux, et je cite toujours qu'il ne faut pas se tromper de débat. Il est évident que, avec le parcours qui est le mien, et les constatations qui ont été les miennes, ça a été une position tout à fait inaudible. J'ai été en effet dans une situation délicate. J'étais attaché parlementaire du sénateur et du député de Haute-Corse, de la deuxième circonscription. J'étais membre de l'exécutif, membre siégeant de l'exécutif de Fémagoursiga. J'ai fait savoir ma désapprobation. Et étant marginalisé, j'ai estimé que ma place n'était plus pertinente pour contribuer au combat qui était le mien. Et plus que cela, qu'elle entraîne ma présence, qu'elle entraîne en désaccord, en dissonance totale avec mon analyse globale de la situation. Je pense qu'en effet, ces réactions ont été symptomatiques de l'alignement de l'autonomisme sur une forme de bien-pensance qui procède de la classe dirigeante de gauche, essentiellement. Et bon, c'est terrible en ce que le ressenti populaire n'a pas été le même. Alors, personne ne nie les responsabilités de l'État. Les responsabilités de l'État sont évidentes. L'État doit à chacun de ses administrés la première des libertés qui est la sécurité. C'est évident. Condamné ou pas. Bon. Coupable, détenu, peu importe. Mais enfin, on ne peut pas nier la nature du profil de l'assassin. On ne peut pas faire comme si c'était périphérique. On ne peut pas faire comme si 70% de la population carcérale n'était pas de l'origine que l'on sait. Bon. Et du reste, nous sommes un certain nombre de militants qui avons connu ces milieux-là, en avoir discuté très longuement. Et c'est plus ou moins le même discours qui ressort, mais qui ressort en privé, qui ressort dans les arrière-salles, dans l'arrière-boutique des partis. Et je parle de tous les partis. C'est une, je dirais, une ligne de rupture qui transcende tous les partis nationalistes. Alors c'est intéressant parce qu'on ne pose jamais les questions je dirais, sur cette base-là. On pose toujours, finalement, on demande un positionnement
purement institutionnelle, c'est-à-dire autonomiste ou indépendantiste. C'est intéressant de demander, en effet, sur un échiquier politique traditionnel, où se situeraient tous les partis nationalistes. Alors, globalement, Femagour, Siga, en tout cas depuis quelques années, quelques mois, d'autant plus, enfin, sans entrer dans le détail, se positionne de plus en plus, je dirais, dans la continuité de ce qu'est la social-démocratie. La social-démocratie, avec un certain nombre d'indicateurs, notamment les parrainages de Jean-Luc Mélenchon et de Jadot, qui ont été aussi pour beaucoup dans la justification de ma démission, de mes démissions, en tant qu'attaché et en tant que membre de l'exécutif. Coursigali, Béra et Corinne Front sont sur des positions plutôt hybrides, c'est-à-dire que le discours est extrêmement identitaire et des revendications telles que terre à Gours, c'est-à-dire la terre corse aux Corses, pourraient être très largement apparentées ou connotées comme étant d'extrême droite sur un échiquier politique traditionnel. La France aux Français, terre à Gours, la France aux Français. En même temps, le logiciel tiers-mondiste permet de tenir ce discours tout en étant proche de mouvances extrêmement à gauche. D'où le parrainage d'un certain nombre d'élus de Corinne Front et de Coursigali à Poutou, qui réalise moins d'1% en Corse. Ça, il faut le rappeler. Donc il y a un certain nombre de dissonances. Ces partis ne représentent pas moins d'1%, nous sommes d'accord. Ça veut dire que le positionnement des cadres n'influe pas au présidentiel sur le positionnement des électeurs. Est-ce que ça ne peut pas être la force des partis politiques autonomistes corses de ne pas se diviser sur un clivage gauche-droite, mais d'abord d'aller se positionner sur la question institutionnelle de l'autonomie, etc. Et ils régleront leur divergence gauche ou droite, conservateur, progressiste, après l'autonomie obtenue? C'est la ligne traditionnelle, qui était valable, somme toute, jusqu'à l'émergence d'une autre donnée que l'on n'a pas encore évoquée, qu'est le wokisme, c'est-à-dire le progressisme radical en provenance des campus américains qui a fait de la gauche française, aujourd'hui, particulièrement aujourd'hui polarisée autour de la France insoumise de Mélenchon et de la NUPES, qui a finalement complètement renversé les enjeux, ou aggravé les enjeux qui peuvent exister entre le clivage gauche-droite. C'est-à-dire qu'en effet, les nationalistes corses pourraient ne pas se diviser sur des questions de cette nature. Ils pourraient aussi faire le jeu finalement du camp du bien. Il faut être respectable auprès de l'intelligentsia majoritairement de gauche et progressiste en France pour avancer vers l'autonomie. Et d'ailleurs, nos revendications identitaires sont suffisamment exigeantes pour que nous donnions des contreparties, je dirais, sur les questions sociétales. Oui, très bien. Le problème, c'est que si le nationalisme corse s'appuie ou soutient des forces de gauche en France, eh bien, si celles-ci arrivent au pouvoir, le reste, elles le sont plus ou moins, mais je parle de la gauche radicale, celle qui aujourd'hui revendique et fait la promotion de la théorie du genre, de l'écriture inclusive, de la théorie de la déconstruction, bref, de tout ce qui finalement remet en cause l'essence même de ce qu'est, par exemple, l'identité corse. La ligne Sandrine Rousseau. La ligne Sandrine Rousseau, qui, rappelons-le quand même, a fait la moitié des voix aux primaires d'Europe Écologie Les Verts. Europe Écologie Les Verts, qui est un allié traditionnel de certains secteurs du nationalisme corse, alliance qui provient d'une époque où les questions sociétales n'étaient pas du tout d'actualité. Un homme de gauche, un homme de droite se reconnaissaient à travers, bon an, mal an, le même modèle familial, par exemple. Bon. Les divergences étaient essentiellement fondées sur des questions d'ordre économique et social, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, constatons. Bon. Donc, le nationalisme corse qui s'appuierait, qui ferait le jeu d'une gauche française radicale, eh bien, serait aussi responsable demain si cette dernière arrivait aux responsabilités et mettait en place cette politique de déstructuration civilisationnelle et sociétale. Quelle serait l'identité de la Corse si l'on expliquait que on babo, on a mama, on babon, on a maman, c'est-à-dire un père, une mère, un grand-père, une grand-mère, valent autant que parent 1 ou parent 2.
quelle perspective identitaire défend-on avec la GPA? Donc, évidemment, cela soulève un certain nombre, non pas de contradictions, mais de profondes incohérences, qui confinent non pas au compromis, mais à la compromission. Quel est le sentiment des Corses vis-à-vis des Français? Parce que ça, c'est un peu la question que tout le monde va se poser instinctivement, c'est que, alors oui, ils veulent être autonomistes, ils veulent être autonomes, on peut comprendre, mais comment ils sont perçus? Le français ou le continental, peu importe le terme employé, du reste, le français n'implique pas forcément, pour celui qui emploie le terme, une idéologie indépendantiste. Il faut bien comprendre qu'on ne se situe pas là sur une pure question, je dirais, de nationalité commune, mais sur un volet ou un terrain ethnico-culturel, identitaire. Tous les Corses ont conscience de faire partie d'une communauté à part. Tous les Corses. Voilà. Et même si certains d'entre eux, même si un certain nombre de Corses qui ont conscience de cette réalité-là, ou bien la nient, ou la refoulent, ou développent un discours particulièrement hostile. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Toutes les forces politiques présentes en Corse, qui ont un minimum d'existence électorale, valident le fait qu'il y a un peuple particulier sur cette terre et qui mérite un minimum de reconnaissance institutionnelle. Eh bien, le ressenti, il est varié, il est divers en fonction des adhésions philosophiques, intellectuelles, politiques. Mais dans tous les cas, on ne peut pas faire l'économie du constat suivant, c'est que les Corses représentent au moins un profil de citoyen particulier en France. Et encore une fois, je ne me situe pas dans un discours, dans un débat de juriste. Moi, je ne suis pas juriste, ça ne m'intéresse pas. Je parle à partir de constats humains, de constats culturels. Moi, je dirais, le poison n'est pas dans la chose, il est dans la dose. La Corse subit depuis 60 ans une pression démographique sans équivalent ailleurs en Europe. Il faut bien savoir qu'en 1980, c'est-à-dire il y a une cinquantaine d'années, nous étions de 140 000 habitants, avec un solde naturel légèrement positif. Aujourd'hui, nous sommes 350 000, c'est-à-dire que nous avons, en l'espace finalement, qui représente moins qu'une vie humaine, de 1980 à 1922, une quarantaine d'années, en 2022, pardon, nous avons connu une augmentation de près d'un tiers de notre population sur le seul solde migratoire. C'est énorme. C'est énorme. À titre de comparaison, comme si la France avait connu un apport de 21 millions d'individus en 40 ans. Un tiers de sa population actuelle. Donc il est évident que cette situation-là entraîne un certain nombre de questions qui procèdent d'une profonde d'une profonde insécurité identitaire. Donc c'est à l'aune de cette situation-là qu'il faut appréhender le ressenti que les Corses peuvent avoir par rapport à des Pinsouds, à des continentaux, mais aussi par rapport à d'autres populations. Il faut savoir que la question migratoire en Corse, cela aussi c'est un grand tabou. Au niveau des cadres nationalistes, au niveau des cadres autonomistes et indépendantistes, dès lors qu'on est nationaliste, il n'y a normalement pas de tabou migratoire ou démographique. C'est pour ça que j'émets une nuance entre ces différents termes. Mais au niveau des cadres autonomistes indépendantistes, il y a un grand tabou, c'est que la question démographique en Corse ne concerne pas exclusivement que l'apport continental. Elle concerne également aussi l'apport arabo-musulman, qui a entraîné un certain nombre de crispations et de situations conflictuelles, d'ailleurs connues au niveau national. On peut revenir sur une des premières vagues peut-être migratoires, et qui est un déclencheur du nationalisme corse, c'est l'arrivée des repatriés d'Algérie, de pieds noirs dans la plaine corse. Il faut resituer dans le contexte. Dans un certain nombre de travaux historiques que j'ai produits, et qui font partie d'une publication à venir. La question de la plaine orientale et de sa mise en valeur
c'est une question lancinante en Corse. On retrouve des textes qui en parlent déjà au début du XXe siècle et qui représentent aussi une bonne partie de la littérature nationaliste naissante avec essentiellement un mouvre, hein, mais y compris dans des journaux qui ne sont pas nécessairement nationalistes et qui paraissent dès le début du XXe siècle. Donc la plaine orientale de la Corse a été un enjeu majeur. Elle était inexploitable à cause de la malaria et des marais nombreux présents jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, où les Américains, de passage sur l'île pour aménager l'espace, ont commencé à assécher les marais et à assainir la plaine orientale qui dès lors est devenue cultivable. Et dans les années 50 et 60, une société d'État a été créée, la Somivac, Société de mise en valeur de la Corse, qui s'est employée à clôturer, à nettoyer un certain nombre de terrains, à mettre en place l'irrigation nécessaire. Et une partie de ces terrains, en effet, une partie minime, somme toute, était réservée aux pieds noirs, aux rapatriés d'Algérie. Ça finit que les rapatriés d'Algérie ont bénéficié de l'attribution de près de 90% des terrains de la Somivac, au détriment, évidemment, des autochtones qui, du haut de leurs montagnes improductives, ont pu vivre et subir cette injustice d'une façon tout à fait terrible, ce qui a encouragé en effet la prise de conscience nationaliste et identitaire. Bon, je dirais, sur le registre, un registre qui consisterait à dire, bon, l'on met en valeur notre terre au profit des étrangers, et nous, on nous met dehors. Bon. En évidence, c'est un événement traumatisant pour la génération. Moi, je sais qu'un certain nombre de témoins et d'acteurs de l'époque m'en ont parlé, y compris une personne que je connais qui a aujourd'hui un peu plus de 80 ans, qui m'expliquait qu'à l'époque, elle cherchait à s'installer dans l'agricole, qu'elle n'avait pas de terrain. Et qu'elle a connu cette période-là, alors qu'elle n'avait pas de terrain, qu'elle a pu voir un certain nombre de lots valorisés en plaine être attribués à des rapatriés fraîchement arrivés. Évidemment, ça nourrit un certain nombre de frustrations. C'est Rocard qui définissait ça comme une incitation à la guerre civile, dans un documentaire dont je ne me rappelle plus exactement le nom. C'est à partir de ce moment-là que le nationalisme a pu bénéficier d'un carburant et d'un moteur extrêmement fort, à partir de la question sociale, évidemment, que nous venons d'évoquer, mais aussi à laquelle s'est greffé un certain nombre de considérations identitaires, devant précisément l'apport nouveau, l'apport démographique nouveau, que la Corse n'avait jamais connu auparavant. Hein. La Corse n'a jamais été une terre d'immigration, c'est toujours été une terre d'émigration, des Corses qui partent depuis l'Empire romain pour servir dans les légions, pour servir dans la garde papale, la garde des États pontificaux, pour servir dans tous les régiments corses des cités-États d'Italie, dans les bandes d'Enner avec Saint-Pierre, ou puis ensuite qui partent s'investir massivement dans l'aventure coloniale de la France sous la Troisième République. Mais la Corse n'a jamais été, jusqu'à partir des années 60, une terre d'immigration. Évidemment que ce changement profond de rapport à l'altérité a provoqué des réactions qui se sont finalement cristallisées à travers une doctrine politique et la renaissance du nationalisme dans les années 60. Notamment à travers l'action de l'Arc et des frères Siméon. On peut se risquer à une brève évocation chronologique. 62, l'indépendance de l'Algérie. 68, la création de l'Arc, donc l'action régionaliste corse, qui deviendra ensuite l'action pour la renaissance de la Corse. De 68 à 75, un certain nombre d'actions, de revendications, de mouvements populaires, les bouts rouges entre-temps, hein, dans les années, début des années 70, si je ne me trompe pas, 72 peut-être. Les bouts rouges, c'est-à-dire une entreprise italienne, Montedison, qui déversait au large de Bastia, qui déversait son carburant et ses déchets au large de Bastia, ce qui entraînait des marées noires, évidemment, qui a soulevé un grand mouvement de protestation, notamment mené par des pêcheurs ou par la société civile et par les organisations nationalistes de l'époque, jusqu'à aller, en 75, qui débouche sur une fusillade où deux CRS trouvent la mort et un militant nationaliste est gravement blessé.
à l'IRIA, qui va ensuite mener, un an plus tard, à la création du FLNC, évidemment, hein, devant l'impasse répressive et l'impossibilité de mener je dirais, l'expression revendicative d'une autre façon, sachant que le contexte électoral de l'époque était tout à fait verrouillé. Hein. On va pas se raconter d'histoire. Hein. Quand on entend le témoignage de gens de l'époque, et aussi qu'on constate un certain nombre d'articles produits, la fraude électorale était massive et rendait tout à fait inopérante l'action politique électorale sincère. D'autres partis que les partis dominants n'avaient absolument aucune possibilité, aucune chance d'exister, je dirais, de façon objective dans le jeu électoral traditionnel. D'où là aussi la nécessité et la justification de la violence politique à ce moment-là, qui a perduré durant plus de 30 ans. Et le nationalisme à ce moment-là, est-ce qu'il est déjà sur cette position que tu appelles le tiers-mondiste, ou bien à quel moment il prend cette doctrine et Alors, plus ou moins dès le début, si j'ose dire, plus ou moins, et plus moins que plus, c'est-à-dire que la génération qui fonde l'Arc, on retrouve aussi beaucoup de personnalités très 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 à droite, qui évidemment sont hermétiques à ce genre de postulat. Hein. Les anciens de l'OAS même. Oui, bon, d'ailleurs, paradoxalement, des anciens de l'OAS, plus tard dans le FLNC, qui se retrouveront sur des positions, en tout cas sur un discours tiers-mondiste, auquel du reste ils n'adhéreront peut-être pas, mais qui ne les empêchera pas de mener une action militante au service d'organisations telles que le Front. On a par exemple, dès l'origine, proche des frères Simeoni, des personnalités comme Lucien Alphonse. Lucien Alphonse, qui en 1945 était à Sigmaringen, tout de même, avec les derniers collaborationnistes. Donc, pas nécessairement une personnalité très portée sur le fait de se considérer comme étant le membre d'un peuple colonisé. Oui. Donc c'est une nébuleuse, c'est extrêmement compliqué. Et c'est vrai que je cite, lorsqu'on évoque ce sujet, je cite systématiquement une grande personnalité du mouvement nationaliste qui a été l'abbé Mondoloni, qui était un militant nationaliste qui s'est engagé à cette époque-là, qui a été un militant de l'OAS, qui a fait de la prison pour l'OAS, et qui rentrait en Corse et ensuite intégré, je dirais, sur les chemins du sacerdoce et de la prêtrise, commençait à militer au sein du nationalisme et avait eu ce propos qui, pour ce qui me concerne tout à fait, que j'estime tout à fait juste, au sujet de cette génération des années 70 qui ont fondé le nationalisme, finalement autour de la convergence de militants très très à droite et aussi de militants très très à gauche, où l'abbé Mondoloni explique qu'il a vu affluer en Corse beaucoup de jeunes étudiants formés au maoïsme et au trotskisme dans les universités continentales. Et je le cite, hein, il dit « Tous ces jeunes qui revenaient formés par la gauche pour défendre une idéologie de droite. » Parce que pour lui, tout nationalisme est nécessairement une idéologie de droite, en ce qu'elle s'inscrit dans la volonté de défendre un patrimoine généalogique, les ancêtres, la terre, les morts, la mémoire, etc. Donc, finalement, pour en revenir à la question initiale, bon, le tiers-mondisme, oui, était déjà présent, mais il s'établit réellement comme doctrine officielle, comme logiciel proposé aux militants à partir de la constitution du FLNC. Et surtout à travers le petit livret vert, qui est un des premiers documents produits, qui est, du reste, au regard des témoignages de l'époque, hein, je n'étais pas né, et un certain nombre de témoignages écrits et oraux d'acteurs de l'époque qui ne suscitent pas une grande adhésion au sein du mouvement nationaliste et qui est vite remplacé par ce qu'on appellera le livret blanc, qui reste plutôt tiers-mondiste, mais beaucoup moins finalement marqué à gauche. Je dirais qu'il laisse un certain nombre de portes ouvertes pour des éléments en provenance de pensées beaucoup plus droitières. D'accord.
Et là, ce qu'on va voir, c'est, tu vas nous montrer par ton travail de thèse, c'est ça? De mémoire. De mémoire. Qui en effet sera une base de travail pour ma thèse à venir. Ouais. Vous montrer comment cette revue, je me toujours le mot, Amouvra. En fait, peut proposer aujourd'hui un nationalisme qui porte bien son nom. Qui est nationaliste, tout simplement. Moi, je me souviens d'une discussion, c'est des anecdotes appréciables, je me souviens d'une discussion, de nombreux débats animés, où j'étais le représentant d'une tendance qui se constituait au sein de FEMAGOUR, c'est du principal parti autonomiste, où nous voulions très clairement défendre une optique identitaire et je dirais intégralement identitaire, parce que l'identité ce n'est pas que la langue corse, l'identité c'est aussi la famille traditionnelle, sont aussi précisément les traditions communautaires et villageoises qui sont, ce n'est pas de mon fait, c'est du fait de l'histoire, intrinsèquement catholiques et romaines. Lorsque nous allons promener nos saints tous les ans, sans esprit particulièrement prosélyte, mais simplement parce que les pères de nos pères l'ont fait avant nous, c'est ce qu'on appelle une tradition. L'histoire a fait que cette tradition est catholique et romaine. Par conséquent, le catholicisme romain fait partie intégrante de l'identité corse. Donc, c'est à partir de considérations de cette nature que nous voulions animer et défendre une proposition autonomiste beaucoup plus en phase avec ces réalités-là, avec ces questions identitaires. Et je me souviens un certain nombre de débats que nous avions eus en exécutif de FEMAGOUR, où mes positions soulevaient un certain nombre de levées de boucliers, où un membre de l'exécutif m'avait adressé ce reproche, qui du reste me convenait tout à fait, m'avait dit « Tu es sur une position nationalo-nationaliste ». Et je lui avais répondu « Oui ». Simplement. Et en effet, moi je ne conçois pas de nationalisme pertinent qui ne soit pas nationaliste, simplement. C'est dès lors que le nationalisme n'est pas nationaliste, eh bien, il est très souvent, je dirais, un argument secondaire permettant d'insérer dans le jeu politique d'autres idéologies. C'est pour cela que je fais aujourd'hui, j'établis une nuance entre indépendantisme, autonomisme et nationalisme. Et alors comment le nationalisme corse, comment n'est-il pas en contradiction ou en opposition, en confrontation avec le nationalisme français? Comment ne peut-il pas être, in fine, un indépendantisme? Il peut ne pas être indépendantiste à la seule condition que les partisans de la France telle qu'ils veulent qu'elle reste prennent en compte le fait ethnico-culturel en Corse, simplement. Si la réalité ethnico-culturelle en Corse n'est pas admise comme une réalité incontournable, eh bien cet état de fait produit l'indépendantisme. Parce que les Corses et les défenseurs de l'identité corse ne vont pas renoncer à leur combat. Si aucune force politique en France cohérente avec le contenu identitaire, évidemment, qui est présent dans le nationalisme, c'est-à-dire les traditions, la famille traditionnelle, la mémoire des ancêtres, etc. Si cette revendication ne rencontre qu'opposition et que refus, eh bien, ces défenseurs ne vont pas se résoudre à l'abandonner, évidemment. Par conséquent, ils vont développer des perspectives politiques qui nécessairement vont les amener à concevoir une rupture, une sortie de cet espace politique français qui leur refuse l'identité. Si le logiciel jacobin est abandonné dans une partie du nationalisme français et que l'identité corse est perçue comme l'identité autochtone de ce point du monde, de ce lieu particulier, qu'il faut reconnaître, qu'il faut accepter. Il est insulaire aussi. Insulaire également, qui est délimité géographiquement. Eh bien, évidemment, la question institutionnelle s'efface. En ce que la revendication autonomiste ou indépendantiste
n'est justifiée que par la nécessité identitaire. Si la nécessité identitaire est, je dirais, satisfaite, trouve un débouché, eh bien, il n'y a plus nécessairement d'opposition ou d'antagonisme, je dirais, insurmontable entre différents nationalismes. C'est du reste ce qui existe, par exemple, en Italie. On voit actuellement, j'entends, la présidence de la région de Sardaigne est assurée par le parti d'action, le parti sarde d'action, Partito Sardo d'Azione, nationalistes sardes, qui se sont présentés devant le suffrage lors des élections régionales en partenariat avec la Lega. Donc un nationalisme italien, mais régionaliste, qui conçoit l'existence de différentes identités autochtones sur son territoire, qui trouve, dès lors en effet qu'il reconnaît cette réalité ethnico-culturelle, qui se découvre 90% de logiciels communs avec des nationalistes sardes. Parfois, peut-être on oublie que tu parles de systèmes étrangers. On oublie peut-être parfois que c'est le jacobinisme centralisateur de la République une et indivisible qui est une exception par rapport au fédéralisme allemand, espagnol, américain. Bien sûr, le jacobinisme du reste, est une idée qui procède d'une pensée d'extrême gauche historiquement, et qui est une exception en Europe occidentale. Toutes les démocraties occidentales, je dis en Europe occidentale, je peux parler de l'Occident en général, la plupart des pays occidentaux articulent leur fonctionnement autour d'un rapport sain entre des États locaux et un État fédéral, sans que cela remette pour autant en cause leur unité. Et dès lors que l'État central veut s'en prendre aux droits et aux libertés locales et aux identités locales, il produit évidemment de l'indépendantisme. C'est le cas de la Catalogne, qui était autonomiste depuis des décennies, jusque dans les années 2010, lorsque l'État fédéral espagnol a décidé de revenir sur un certain nombre de prérogatives dont était douée la Catalogne, ce qui a provoqué dans le paysage politique catalan un basculement du nationalisme autonomiste, qui n'en demandait pas plus, à un nationalisme indépendantiste. Et on en revient à cette impasse. Lorsque l'État central, ou une forme de nationalisme issue de l'État central, nie la réalité ethnico-culturelle d'une région, eh bien cette réalité ethnico-culturelle ne va pas disparaître comme par enchantement. Non, elle va produire, pour se défendre, en effet, de l'indépendantisme. On a déjà un nationalisme dans les années 20 qui, dès sa genèse, dès l'aube de son existence doctrinale, s'articule autour de l'autonomie. Et c'est très intéressant de soulever ça en Corse parce que très souvent dans les débats entre nationalistes, mais aussi je dirais, qui ont lieu sur la scène publique, on a coutume de parler des fondamentaux en pensant à l'indépendantisme. C'est-à-dire en évoquant finalement la préconisation institutionnelle la plus radicale. Ouais. Mais non, historiquement les fondamentaux ne sont pas indépendantistes. On a un certain nombre de textes, donc ça c'est cité, c'est sourcé, là on est dans les années 20, on pourrait parler d'Agispre en 1914, qui n'a eu qu'une seule publication mais qui a précédé Amouvre, qui parle clairement d'autonomie. Mais je dirais même mieux, qui parle d'autonomie sans, je dirais, en étant dénué de tout sentiment anti-français, c'est-à-dire leur ennemi à l'époque n'est pas la France pour ce qu'elle est, ils n'essentialisent pas la France. L'ennemi des nationalistes corses, dès l'origine de la revendication corse, c'est le jacobinisme centralisateur, qui à l'époque procède clairement d'une pensée de gauche, d'une pensée républicaine. Bon, moi j'ai un certain nombre de citations, celle-ci par exemple en 1922, où les mouvristes, les nationalistes des années 20, ne font pas usage de discours larmoyants ou victimaires. Bien au contraire, ils évoquent le sacrifice des Corses dans les tranchées, non pas pour le reprocher à la France, mais pour lui rappeler les devoirs de reconnaissance, notamment en termes d'identité et de dignité, qu'elle a envers la Corse. Donc je cite,
Pour défendre l'autonomie intégrale de la France, la Corse a sacrifié l'élite de sa jeunesse, le meilleur de sa force vive. Sur le seuil de l'avenir ouvert au peuple éclairé par Wilson, donc Société des Nations, la Corse a le devoir impérieux de faire son examen de conscience, de dresser le bilan désastreux de 150 ans de francisation et de proclamer elle aussi son droit à la vie. On est sur une question identitaire, même lorsqu'on évoque la francisation. La francisation, évidemment, ça ne concerne pas le français de la campagne. Ça ne concerne pas le français de l'époque. Et aussi, avec la disparition des patois. Absolument. Du fin fond du Berry. Sur le jacobinisme. Oui, ou du fin fond, le franche-comtois, le vieux paysan franche-comtois qui a son parler. Quand Amour évoque la francisation, elle ne pense pas à cela. Elle pense aux jacobins urbains. Et c'est tout à fait intéressant parce qu'aujourd'hui, quand il y a un certain nombre de jeunes indépendantistes, lorsqu'ils disent « Ils rentrent chez Ivour », les Français dehors, ils ne pensent pas à Jean Lassalle. Ils ne pensent pas à Jean Lassalle. Ils pensent à la caricature du progressiste ectoplasmique et urbain, qui vomit sur tout ce qui a des racines. Moi, j'ai assisté à des discussions, farouches indépendantistes, qui me disaient « je vais voter pour Lassalle ». Et je leur disais « mais alors, tu vas voter pour un Français ?» Moi, j'ai des jeunes indépendantistes qui m'ont répondu « mais c'est pas un Français, Lassalle, il est comme nous ». C'est très intéressant ça à comprendre. C'est-à-dire que, encore, c'est dans le milieu nationaliste en particulier, mais au-delà, parce que le terme de français est utilisé comme, pour décrire un élément hors de notre communauté, extérieur à notre communauté, au-delà du milieu nationaliste, eh bien c'est souvent le continental, urbain, déraciné, un peu efféminé, qui fait des manières. Bon, c'est ça. Le profil caricatural du métropolitain, qui souvent est sur des positions beaucoup plus progressistes que conservatrices, entre nous. Ça c'est un début, j'en ai un peu plus de 150, j'en ai une autre d'ailleurs, qui date de septembre 1923, régionalisme. À l'époque, régionalisme, corsisme, nationalisme, ils le confondent dans une même définition. Il n'y a pas de nuance très importante en termes idéologiques dans la revue, voire ce sont des synonymes pour eux. Régionalisme n'a jamais été synonyme de séparatisme, et le meilleur moyen d'aimer la grande patrie consiste précisément à consacrer tous ses efforts au développement matériel et moral de sa petite patrie. Bon là, c'est un discours mistralien. C'est un discours mistralien. D'ailleurs, Mistral, qui est un des grands maîtres, on l'a évoqué, de Charles Maurras. On parlait déjà de séparatisme à l'époque. Oui, mais dans tous les cas, il précise bien que leur ligne politique ne procède pas du séparatisme. Parce qu'ils répondent à des accusations, évidemment, qui viennent essentiellement d'une gauche jacobine, mais pas seulement. Il y a aussi un nationalisme, déjà à l'époque, très centralisateur, qui accuse toute revendication locale, identitaire, de séparatisme. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le nationalisme corse, ce qu'il a à dire derrière la revendication d'autonomie, en vérité, c'est une revendication identitaire. C'est la volonté d'une communauté qui s'est développée sur cette terre depuis le Mésolithique, de dire qu'elle veut continuer à exister. Et évidemment, dès lors que cette revendication n'aboutit pas, qu'elle reste incomprise, et pire, qu'elle suscite face à elle une levée de bouclier jacobin, il est évident qu'elle ne peut nourrir et alimenter que des sentiments qui peuvent facilement, je dirais, structurer une revendication de type séparatiste ou indépendantiste. Mais finalement, ce n'est qu'une surinfection à une plaie identitaire qui n'est pas soignée. Comment tu expliques que ce soit encore ça, le sentiment identitaire corse, et pas le sentiment qui est représenté dans les institutions? Pourquoi ça sera encore cette ligne? Parce que, historiquement, le nationalisme moderne est réapparu donc dans les années 60 et 70 et n'a pas pu réapparaître sous la même forme qu'il avait avant la Seconde Guerre mondiale. C'est pour ça que cette étude est importante. Le mouvrisme, c'est-à-dire la première forme structurée et construite au niveau doctrinal du nationalisme corse, a duré de 1920 donc à 1939. Était essentiellement une revendication de nature extrêmement identitaire, réactionnaire, et qui même sur les dernières années a calqué son discours sur, je dirais, l'extrême droite la plus commune en Europe à l'époque. Lors de la renaissance du nationalisme corse moderne des années 60 et 70, il a fallu s'en détacher absolument. Et il a fallu trouver un autre narratif. Un narratif qui, à l'époque,
a pu s'exprimer et se structurer à travers le tiers-mondisme, c'est-à-dire à travers le postulat que la Corse fait partie des peuples colonisés. Pourquoi ? Parce qu'à cette époque, dans les années 60 et 70, c'était précisément le seul prisme qui pouvait rendre respectable une revendication identitaire de type ethnique ou ethnico-culturel. Ce qui a entraîné au sein de la population corse une profonde, je dirais, une profonde opposition, notamment dans cette génération des années 50 et 60 qui était profondément corse. Moi je pense à mon grand-père ou à mon arrière-grand-père ou même à une partie de mes oncles qui étaient profondément corses, qui ont appris le français à 10 ans en allant vite fait à l'école, entre deux champs labourés, qui ont fait 15 ans pour certains dans la coloniale, et qui revenaient chez eux dans leur village natal et voyaient des gens leur expliquer qu'ils étaient colonisés alors qu'eux-mêmes revenaient d'Algérie et d'Indochine et s'étaient battus pour l'Empire. Ça a été un logiciel que dont le nationalisme a eu besoin à un moment donné pour se régénérer et pour reprendre sa place sur la scène politique en Corse. Bon, ce logiciel a duré, personne n'y croit en vérité. Bon, ça fait partie des scories idéologiques qu'il faudra remettre à jour. La Corse, le grand problème de la Corse, c'est pas un problème, qui provient d'une histoire de type colonial ou de vexation coloniale. Non, c'est faux. Un tiers de l'administration coloniale sous la Troisième République était corse. Voilà. Donc, moi je crois qu'il ne faut pas se tromper de débat. Encore une fois, le problème de la Corse, c'est le problème d'une communauté européenne à la culture profondément et intrinsèquement chrétienne, catholique, qui produit des lettrés depuis Auguste. Donc c'est pas la situation d'un peuple qui a pu être colonisé lors du 19e, pardon, du 20e siècle. C'est une situation différente. Aujourd'hui, ce logiciel perdure, plus ou moins, dans la phraséologie, dans le discours, mais pas dans les comportements. Pas dans les comportements. Je dirais objectivement, c'est une survivance, je dirais sémantique. Mais l'électorat est très loin de tout cela. L'électorat nationaliste qui, du reste, pour une bonne partie, est un électorat nouveau. Les nationalistes ont plafonné à 35% de l'électorat en 2010, puis en 2015. Lors de notre victoire, nous avons plafonné à 35%, le même score qu'en 2010. C'est finalement la conjoncture d'alors qui a permis une victoire du nationalisme, et notamment la division de la droite. Le nationalisme a doublé son score en 2021, par conséquent ce sont des nouveaux électeurs. Et la plupart de ces électeurs-là, mais y compris des électeurs nationalistes traditionnels, sont très 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 loin de ces considérations-là. Et ce que je dis est tellement vrai que, bon, même si le sujet est un peu tabou, voire complètement absent des plateaux de télévision ou de l'analyse journalistique locale, il y a un rapport très clair entre le vote nationaliste au territorial et le vote nationaliste au présidentiel. C'est un secret de polichinelle. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre, il y a des dizaines de milliers de Corses qui votent aux élections territoriales pour défendre l'identité de la Corse, précisément parce que c'est une question identitaire, plus qu'institutionnelle, et votent selon la même grille de lecture, c'est-à-dire identitaire, au présidentiel. En gros, nous votons pour l'identité corse au territorial, nous votons contre l'immigration et pour des valeurs traditionnelles, un père, une mère, et le substrat civilisationnel au présidentiel. Ce qui donne les scores de Marine Le Pen au règlement. Ce qui donne les scores de Marine Le Pen, Zemmour et j'inclurai Lassalle en termes de valeurs conservatrices et rurales, qui sont dès le premier tour à plus de la moitié de l'électorat en Corse. Alors ça c'est un tabou majeur dans ma famille politique, mais il faudra bien le traiter. Et pour ce qui me concerne, c'est la confirmation de la thèse qui est la mienne et celle de mes amis, que la question corse, avant d'être une question institutionnelle, est une question identitaire. Et que la question de l'autonomie, ou pour certains de l'indépendance, ne sont que des outils qui historiquement ont été conceptualisés afin de pouvoir répondre à cette question identitaire, de l'existence d'un peuple qui veut continuer à vivre selon ses traditions et assurer son continuum historique dans la modernité, même dans un espace politique plus vaste comme celui de la France. Nous avons aujourd'hui, je dis nous,
je dis nous, je me solidarise avec ce nous, même si je fais partie de ceux qui commencent à émettre une voix dissonante en la matière, et qui l'assument, du reste, c'est que la primauté à la question institutionnelle a trop duré. Et une autonomie qui serait dénuée de tout sens identitaire, à mon sens, d'un point de vue nationaliste, et purement nationaliste, n'a absolument aucun intérêt. Je pense que le nationalisme corse, en tout cas, lorsque je dis le nationalisme corse, je ne parle pas des électeurs, je ne parle pas des militants, je parle essentiellement des cadres et des élus. Je pense que le nationalisme corse commet une erreur qui peut un jour lui être fatale, en tout cas concernant cette forme actuelle de nationalisme, en tout cas d'autonomisme, c'est de ne pas avoir intégré les deux grands facteurs qui caractérisent notre époque. Premièrement, le péril islamiste, qui ensanglante l'Europe depuis une décennie, et qui commence à constituer des bastions de sédition un peu partout, nous le savons. Deuxièmement, la colonisation du wokisme, c'est-à-dire la colonisation intellectuelle venue des États-Unis, qui remet en cause un certain nombre de caractéristiques qui définissent notre identité commune, ce qui n'existait pas il y a 10 ou 15 ans. Aujourd'hui, il est bien compliqué de promouvoir un discours identitaire, c'est-à-dire un discours visant à promouvoir, à défendre la famille, les traditions, qui en Corse sont essentiellement chrétiennes, catholiques, romaines, du reste tu peux le constater il y a peu de temps, devient extrêmement difficile de défendre un tel discours et en même temps de ne pas s'opposer à une nouvelle gauche qui vient d'apparaître et qui remet en cause la structuration de la société dans ses fondations, je dirais, les plus séculaires, et qui définissent nécessairement toute identité autochtone. L'identité corse, ça ne peut pas se réduire qu'à la langue. L'identité corse, c'est un ensemble d'habitudes, de structuration familiale, d'interaction entre individus de notre communauté qui sont basées sur un substrat civilisationnel. Si l'on remet en cause ce substrat civilisationnel, si l'on remet en cause le fait que la famille, telle que nous la concevons, est essentiellement fondée à partir d'un père et d'une mère, si nous remettons en cause le fait que la culture corse est intrinsèquement chrétienne, c'est-à-dire que toutes nos processions, toutes nos fêtes de village, Avesta Dianasion, le 8 décembre, c'est l'Immaculée Conception, le drapeau de la Corse, Adeshtamur, vient de la Reconquista espagnole, de la bataille d'Alcoraz en 1096. Notre hymne national est une prière à la Vierge Marie, une prière ou un chant de guerre, ça dépend du couplet. En tout cas, bon, éminemment chrétien. Si nous remettons en cause toutes ces choses-là, tous ces éléments identitaires, eh bien, dès lors, on ne peut plus parler de nationalisme. Et si l'on ne s'oppose pas à cette nouvelle gauche qui apparaît et qui veut remettre en cause également, la dimension profondément chrétienne et catholique de toute identité autochtone en Europe occidentale, eh bien, c'est un logiciel qui rencontre un certain nombre de carences. Et aujourd'hui, le nationalisme corse en est là. Je pense que cette erreur, en effet, ou bien lui sera fatale, et une force en Corse qui aura compris l'importance que revêt ces nouvelles données, peut-être pourra prendre le pas, en dehors du nationalisme, ou bien le nationalisme corse se régénérera à travers une nouvelle génération qui a compris ces nécessités impérieuses et qui proposera un logiciel nationaliste nouveau qui en prend compte et qui tente de les traiter. Et qui justement renoue avec ce premier courant d'Amouravi ou d'autres courants. Absolument. Je pense que Amouvre, tout en étant extrêmement critique sur un certain nombre de ses aspects, notamment les 3 ou 4 dernières années de publication qui comportent un certain nombre de publications antisémites ou clairement pro-fascistes à l'époque. D'ailleurs, c'est pour ça que je me suis attelé à travailler, à étudier, à analyser la matrice intellectuelle originelle d'Amouvre des 5 premières années, pour en saisir le sens véritable et le socle originel. Mais il est évident que cette frange profondément identitaire et conservatrice qui existe dans le nationalisme corse
depuis sa régénération dans les années 60 et 70, même si elle n'a jamais produit les cadres. Elle n'a produit que une bonne partie de la base militante et une bonne partie du logiciel revendicatif. Lorsqu'on dit terre à Gours à Gours, c'est très clair. La nature d'un tel slogan est purement identitaire. Terre corse aux Corses, la corcisation des emplois, oui. Sur quels critères? Sinon sur le critère d'appartenance ethnico-culturelle. La corcisation des emplois, c'est un slogan de la majorité actuelle? La corcisation des emplois, c'est une revendication historique du mouvement nationaliste. Encore aujourd'hui? Oui et non. Parce que du coup, il faut définir ce que c'est un Corse. Bien sûr. Et comment définir un Corse, sinon à partir de critères ethnico-culturels. Si être Corse ne dépend que d'un fait de résidence, eh bien alors il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de peuple qui disparaît. Mais si l'appartenance à notre communauté ne dépend pas de la question de la résidence, mais dépend d'une caractéristique généalogique, d'un héritage, eh bien évidemment, la définition ne peut être qu'ethnico-culturelle. Lorsque je dis ethnico-culturelle, je ne parle pas de pureté ou de non, ça ne m'intéresse pas, ce ne sont pas des notions qui m'intéressent. Mais tout de même, pour être corse, le premier critère fondamental, c'est quand même l'appartenance à une famille qui l'est depuis quelques siècles. Bon, alors là, je sais qu'il y a un certain nombre d'habitudes, de discours progressistes, d'automatismes progressistes qui se mettent en place pour répondre et qui me demandent « Oui, mais jusqu'à quand remonte-t-on » Non, mais écoutez, dans la réalité des débats, dans la réalité des ressentis, nous savons tous qui est corse et qui ne l'est pas, quelle famille l'est, quelle famille ne l'est pas, nous le savons tous. Point. Alors, à la dater, je ne saurais pas le faire, évidemment, mais ce n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'on a devant nous deux voies, deux possibilités de définition communautaire, ou bien une possibilité, la première, qui est préconisée, qui procède de l'universalisme républicain, qui ne repose que sur une adhésion vague, bon, très bien, mais qui ne correspond pas à des revendications identitaires, qui ne correspondent pas à une volonté d'assurer un continuum historique, et la seconde, en effet, qui ne peut être qu'ethnico-culturelle. Mais si la question d'être corse ne dépend pas du fait d'appartenir à une famille historiquement corse, alors il n'y a même plus de diaspora. Il n'y a plus de diaspora corse. Qu'on m'explique cette dissonance discursive et intellectuelle. L'identité ne pourrait exister que dans la minorité. Mais oui, peut-être, mais je reviens à ce facteur de résidence. Si le simple fait d'habiter en Corse fait de quelqu'un un Corse, mais alors ceux qui s'en vont ne sont plus Corses. Donc il n'y a pas de diaspora corse, on est d'accord. Donc une personne qui est partie, qui s'est exilée, qui est partie pour s'assurer une certaine ascension sociale, ou pour peut-être suivre un cursus universitaire qui n'existe pas en Corse, cette personne-là n'est plus corse ou est moins corse lorsqu'elle revient sur la terre de ses ancêtres, et qui est la terre de ses ancêtres depuis 10 ou 15 ou 20 générations, est moins corse qu'une personne qui est arrivée hier soir et qui a adhéré. Comme d'aucuns le disent, elle a adhéré. Voilà, aux valeurs. Quelles valeurs? Quelles valeurs? D'autant plus que, comment peut-on définir une communauté à partir de valeurs? C'est une vision profondément totalitaire, c'est-à-dire que dès lors qu'un certain nombre de Corses ne vont pas adhérer à telle ou telle valeur, ils ne seraient pas Corses. Et d'autres étrangers qui adhéreraient aux mêmes valeurs, eux seraient Corses. Bon, il y a une conception de la communauté qui ne correspond absolument à rien, sur cette base-là, encore une fois. Et bon, c'est pour cette raison que le nationalisme a besoin d'une mise à jour profonde de son logiciel. Et en effet, là j'abonde dans le sens de ceux qui parlent de fondamentaux. Il faut revenir à un certain nombre de fondamentaux, mais quels sont-ils ces fondamentaux? C'est sur ce point-là que nous divergeons. Voilà. Pour moi, pas seulement pour moi, c'est à partir d'éléments et de données objectives, notamment historiques, que je peux constater les fondamentaux du nationalisme corse ne résident pas dans telle ou telle proposition institutionnelle, pas du tout, ni dans l'indépendantisme, ni dans quoi que ce soit. Les fondamentaux du nationalisme corse consistent à vouloir défendre une communauté qui, au fil des siècles et des générations, s'est constituée sur cette terre sa propre culture, sa propre vision du monde, sa propre identité. Voilà.
les questions institutionnelles peuvent apporter un certain nombre d'outils intéressants pour défendre cette identité. Mais les questions institutionnelles ne sont pas l'objectif en soi. Et encore une fois, je le répète, une autonomie éventuelle ou un éventuel statut d'autonomie vidé, dénué de tout contenu identitaire n'a absolument aucun intérêt et est d'une nature qui est tout sauf nationaliste.